Saviez-vous que Mars était autrefois considéré comme une planète ayant un réel potentiel pour la vie, avant de s'effondrer rapidement par la suite? Le contraste entre le passé de Mars et son présent demeure l'un des grands mystères. À travers la surface martienne, les sondes ont découvert d'anciens réseaux de vallées, des lits de rivières asséchés et des deltas en forme d'éventail, des structures géologiques qui ne peuvent se former que lorsque de l'eau liquide s'écoule de manière continue pendant de longues périodes. À quoi ressemblait réellement Mars dans le passé? Les données montrent que ces formations constituent la preuve d'un passé humide qui a duré des millions d'années. Mars était autrefois active, continuellement remodelée par des processus géologiques et climatiques, et elle présentait des conditions remarquablement similaires à celles de la Terre primitive. Et pour comprendre le destin de Mars, nous devons remonter le temps, revenir à une époque où la planète rouge fonctionnait encore, évoluait encore et écrivait encore sa propre histoire. Entre environ 4,1 et 3,7 milliards d'années, durant la période noachienne, Mars apparaissait comme un monde totalement différent. C'était une planète jeune et dynamique, avec des conditions capables de maintenir de l'eau liquide stable à sa surface. À ce stade, le noyau de Mars était encore extrêmement chaud et les modèles thermodynamiques indiquent que le noyau métallique, riche en fer et en nickel de la planète, ne s'était pas encore suffisamment refroidi pour arrêter les mouvements convectifs. Ce champ magnétique agissait comme un bouclier de survie, protégeant la jeune atmosphère d'un vent solaire bien plus intense qu'aujourd'hui. L'activité volcanique à cette époque se produisait à l'échelle planétaire et des structures massives comme la région de Tharsis ont commencé à se former, libérant de grandes quantités de dioxyde de carbone et de vapeur d'eau et d'autres gaz volatiles dans l'atmosphère. Les estimations suggèrent que la pression atmosphérique durant le noachien pouvait varier de plusieurs centaines de millibars à plus d'un bar, contre environ 6 millibars aujourd'hui, soit seulement environ 0,6% de la pression atmosphérique terrestre. Avec une atmosphère suffisamment épaisse et des températures moyennes plus élevées que celles d'aujourd'hui, le cycle de l'eau a commencé à fonctionner. La pluie tombait sur la jeune surface basaltique, l'eau se rassemblait en cours d'eau, creusait profondément le paysage et formait des rivières, des lacs et de vastes bassins. Cette conclusion repose sur des milliers de structures géomorphologiques observées depuis l'orbite, des réseaux de vallées denses et ramifiées, en particulier dans l'ancien hémisphère sud, dont les formes sont presque identiques aux systèmes fluviaux d'érosion à long terme sur Terre.
Leur degré de ramification, leur profondeur et leur large distribution indiquent que l'eau a coulé de manière répétée sur de longues périodes, pouvant durer des centaines de milliers à des millions d'années. Même durant le Noachien, son soi-disant âge d'or, des limites cachées existaient déjà, comme un compte à rebours silencieux que personne ne pouvait encore reconnaître à l'époque. La période noachienne a pris fin, mais elle a laissé son empreinte à la surface de Mars. Ce qui reste enfermé dans les roches constitue un registre géologique objectif attendant d'être déchiffré. Sur Mars, les minéraux sont des archives chimiques figées dans le temps, conservant des preuves de l'environnement, de la température, de l'acidité et même de la respiration lente et laborieuse d'une planète en transition. L'une des découvertes les plus importantes de plus de 2 décennies d'exploration martienne est la présence généralisée de phyllosilicates, également appelés minéraux argileux. Les observations spectrales du Mars Reconnaissance Orbiter montrent que les argiles sont fortement concentrées dans des terrains anciens, datant de plus de 3,7 milliards d'années. Sur le plan chimique, les phyllosilicates ne se forment que lorsque la roche basaltique interagit avec de l'eau liquide pendant de longues périodes dans des environnements neutres ou légèrement alcalins. Sur Terre, les argiles sont considérées comme des surfaces catalytiques naturelles, des endroits où les molécules organiques peuvent s'attacher, se concentrer et réagir entre elles. Pour cette raison, lorsque des phyllosilicates sont observés sur Mars, une question inévitable se pose. Si des réactions prébiotiques ont pu se produire au-delà de la Terre, cet endroit aurait-il pu être l'un des plus propices? Au fil du temps, les signatures chimiques sur Mars ont commencé à évoluer dans une direction préoccupante, les sulfates apparaissant de plus en plus à la place des argiles, se formant dans des environnements plus acides, souvent associés à des eaux riches en soufre et à des processus d'évaporation intenses. Les environnements acides rendent de nombreux processus chimiques complexes plus difficiles et sont bien moins favorables aux structures organiques stables. Sur Terre, de tels environnements peuvent encore abriter la vie, mais celle-ci y est généralement beaucoup plus spécialisée et limitée. Ensuite viennent les carbonates, et en théorie, si Mars possédait autrefois une atmosphère riche en dioxyde de carbone et de l'eau liquide stable, les carbonates devraient être largement répandus, comme sur Terre. Pourtant, sur Mars, les carbonates sont rares, n'apparaissant localement que dans quelques régions comme Nili Fossae. La rareté des carbonates constitue en elle-même un indice puissant que le système climatique de Mars ne fonctionnait pas comme celui de la Terre,
et que sa capacité à s'autoréguler sur de longues périodes a pu être plus faible dès le départ. Mais les minéraux ne nous renseignent que sur les conditions Pour comprendre comment l'eau s'est réellement comportée, nous devons nous tourner vers les endroits où les anciens écoulements ont gravé leur histoire profondément dans la surface de Mars. L'une des preuves les plus solides réside dans les réseaux de vallées, d'anciens systèmes de vallées qui couvrent de vastes régions de l'hémisphère sud, Vues depuis l'orbite, leurs formes sont immédiatement familières. Des structures ramifiées ou de petits affluents se rejoignent en canaux plus larges, ressemblant étroitement aux systèmes fluviaux creusés par des pluies prolongées sur Terre. Les analyses géométriques montrent que ces formes sont cohérentes avec une érosion par écoulement régulier et répétée sur de longues périodes. Les modèles hydrologiques indiquent que pour produire la densité et la profondeur de ces réseaux de vallées, Mars aurait nécessité des précipitations ou des écoulements de surface soutenus pendant au moins des centaines de milliers d'années, et dans certaines régions, peut être plusieurs millions d'années. Cela nous oblige à faire face à une réalité fondamentale. L'eau liquide sur Mars ancienne n'était pas une exception rare et éphémère. Le cratère Jezero offre une preuve encore plus subtile. D'environ 45 km de large, et il abritait autrefois un ancien lac. Ce qui rend Jezero remarquable, c'est le delta en forme d'éventail le long de son bord occidental, couche après couche de sédiments, avec des tailles de grains décroissant du bas vers le haut, révèle un dépôt dans des eaux calmes ou à écoulement lent. Sur Terre, de telles structures se forment sur des milliers à des dizaines de milliers d'années lorsque les rivières transportent des sédiments vers des lacs ou des mers. Les données du rover Perseverance confirment que les couches rocheuses de Jezero présentent des caractéristiques sédimentaires compatibles avec des environnements aquatiques stables et non avec des événements d'inondation violents. C'est précisément pour cette raison que Jezero a été choisi comme site privilégié pour la recherche de biosignatures anciennes. Plus près de l'équateur se trouve le cratère Gale, un vaste bassin de 154 km de diamètre avec le mont Sharp, Aeolis Mons, s'élevant en son centre jusqu'à près de 5 km de hauteur. Cette montagne n'est pas le produit d'une activité tectonique ou volcanique, mais plutôt une immense accumulation de couches sédimentaires déposées au fil du temps. Les analyses du rover Curiosity montrent que beaucoup de ces couches se sont formées dans des environnements lacustres, marqués par des cycles répétés d'humidité et de sécheresse.
Sur la base de l'épaisseur des couches sédimentaires et des taux de dépôt estimés, le lac du cratère Gale a pu persister pendant des millions d'années, un environnement suffisamment stable pour permettre le développement de processus chimiques complexes. Toutes ces preuves conduisent à une seule conclusion. Mars ancienne a maintenu un cycle de l'eau actif sur de longues périodes, Si l'eau est restée stable si longtemps, si les lacs et les rivières ont duré des millions d'années, alors une question se pose naturellement. Mars possédait-elle autrefois un océan, en particulier dans son hémisphère nord? L'hypothèse d'un océan dans l'hémisphère nord de Mars commence par une observation simple mais troublante. La dichotomie hémisphérique frappante de la planète. L'hémisphère nord se situe en moyenne environ 4 à 5 km plus bas que l'hémisphère sud, formant une vaste dépression connue sous le nom de basse terre du Nord. Sur Terre, les différences d'altitude de cette ampleur sont généralement associées à des bassins océaniques Certaines cartes topographiques, dérivées des données recueillies par Mars Global Surveyor et le Mars Reconnaissance Orbiter, révèlent des lignes de frontières sinueuses s'étendant sur des milliers de kilomètres, des formes qui ressemblent étroitement à d'anciens rivages. Divers modèles estiment que si un tel océan a existé, il aurait pu couvrir entre 20 et 30% de la surface de Mars et contenir un volume d'eau équivalent à une couche globale de plusieurs centaines de mètres de profondeur. C'est ici que le débat s'intensifie, contrairement aux côtes terrestres. Ces frontières, proposées dans l'hémisphère nord de Mars, ne sont pas parfaitement planes. Cette incohérence a conduit de nombreux scientifiques à se demander si elles représentent réellement des rivages ou si elles résultent plutôt de l'érosion, de la déformation de la croûte ou d'autres processus géologiques. La situation est encore compliquée par le volcanisme et les coulées de lave, car l'hémisphère nord de Mars a connu d'immenses éruptions volcaniques pendant des milliards d'années. La lave a pu se répandre à la surface, comblant et dissimulant d'anciennes structures, effaçant ou déformant les traces originales laissées par l'eau. Il existe également l'hypothèse que les basses terres du Nord n'ont pas été façonnées par l'eau, mais formées par un impact colossal au début de l'histoire de Mars, un impact d'une ampleur suffisante aurait pu créer un déséquilibre topographique global que l'eau et les processus climatiques anciens ont ensuite réutilisé comme bassin temporaire. Dans ce scénario, l'océan, s'il a existé, n'était pas la cause.
mais une conséquence secondaire d'une structure préexistante. Malgré cela, les modèles de bilan hydrique indiquent que la quantité totale d'eau nécessaire pour produire toutes les rivières, lacs et dépôts sédimentaires observés est immense. Si l'eau n'avait existé que localement, confinée à des bassins isolés, il devient beaucoup plus difficile d'expliquer le maintien d'un cycle hydrologique global à long terme. À l'heure actuelle, il n'existe aucun consensus solide selon lequel Mars aurait possédé un océan global, au même sens que la Terre. Pourtant, la possibilité de très vastes étendues d'eau peut être des mers peu profondes, existant durant certaines périodes du Noachien ou du début de l'Hespérien, ne peut être exclue. Pour maintenir un tel océan, Mars ancienne aurait dû posséder un climat à la fois suffisamment chaud et stable. Comment, alors, Mars ancienne a-t-elle réussi à conserver sa chaleur ? Les modèles climatiques suggèrent que l'atmosphère de Mars durant la période noachienne pouvait être riche en dioxyde de carbone et en vapeur d'eau, deux composants fondamentaux de l'effet de serre. Si la pression atmosphérique à cette époque atteignait plusieurs centaines de millibars ou plus, le dioxyde de carbone pouvait retenir suffisamment de chaleur pour élever les températures de surface près du point de congélation de l'eau, voire au-dessus. Cependant, le dioxyde de carbone seul ne suffisait pas, car les simulations climatiques tridimensionnelles indiquent que même avec une atmosphère épaisse de dioxyde de carbone, Mars ancienne avait encore du mal à atteindre des températures moyennes globales stables, supérieures à 0 degré Celsius. Cela a conduit à l'hypothèse que l'effet de serre devait être amplifié par d'autres facteurs, des gaz à effet de serre secondaires, jouant un rôle critique mais difficile à cerner. L'un des candidats les plus importants est l'hydrogène. Dans une atmosphère dense, les collisions entre molécules d'hydrogène et dioxyde de carbone peuvent produire un effet de serre supplémentaire bien plus puissant que celui du dioxyde de carbone seul. Des modèles récents suggèrent que seulement quelques pourcents d'hydrogène dans l'atmosphère pourrait augmenter les températures de surface de plusieurs dizaines de degrés Celsius. L'hydrogène est léger et s'échappe facilement dans l'espace. Pour le maintenir, Mars ancienne aurait donc nécessité un apport continu, et c'est ici que le volcanisme entre en jeu dans l'histoire du climat. Une activité volcanique intense au début de l'histoire de Mars a pu libérer non seulement du dioxyde de carbone et de la vapeur d'eau, mais aussi de l'hydrogène et du méthane. Ces gaz, bien que de courte durée, auraient pu générer des impulsions chaudes, climatiques,
Des périodes de températures élevées suffisantes pour faire fondre la glace, permettre à l'eau de s'écouler et former des lacs. Vue sous cet angle, Mars ancienne n'avait pas besoin d'être constamment chaude comme la Terre, mais pouvait plutôt connaître un climat fluctuant, avec des phases alternées de chaleur et de froid. Un autre facteur souvent négligé est la poussière et les nuages. Sur Mars actuel, la poussière peut soit refroidir, soit réchauffer la planète selon les conditions. Dans une atmosphère ancienne plus épaisse, des nuages de glace d'eau ou de dioxyde de carbone pouvaient agir comme une couverture thermique, renvoyant le rayonnement infrarouge vers la surface. Certains modèles suggèrent que des nuages à des altitudes appropriées auraient pu contribuer de manière significative à la rétention de chaleur, bien que ce mécanisme reste fortement débattu. Prises ensemble, ces hypothèses mènent à une conclusion essentielle. Le climat de Mars ancienne n'était ni simple, ni linéaire, ni durablement stable. Il pourrait avoir résulté d'un équilibre délicat entre de nombreux facteurs en interaction: l'atmosphère, le volcanisme, la composition des gaz, les nuages et même l'orbite planétaire. Si les conditions climatiques ont autrefois permis à l'eau et à l'énergie de coexister, la vie a-t-elle un jour saisi cette opportunité? D'un point de vue biologique, les conditions minimales pour la vie sur Mars ancienne semblent avoir été réunies à un moment donné. L'eau a existé pendant de longues périodes, l'énergie pouvait provenir de la lumière du Soleil, de réactions chimiques entre l'eau et la roche, ou d'une activité hydrothermale sous la surface. Les éléments fondamentaux, tels que le carbone, l'hydrogène, l'oxygène, l'azote, le phosphore et le soufre, ont tous été confirmés comme présents dans la croûte martienne. Cependant, avoir des conditions ne signifie pas avoir de la vie. C'est une limite que la science doit impérativement maintenir. Il n'existe aucune preuve directe que Mars ait jamais abrité des organismes vivants. Aucun fossile, aucune cellule fossilisée, aucune biosignature indiscutable. Pourtant, si la vie a émergé sur Mars, le scénario le plus plausible impliquerait des micro-organismes simples, similaires aux bactéries ou aux archées de la Terre primitive. De tels organismes n'auraient pas besoin d'oxygène ni d'écosystèmes complexes, ils auraient pu vivre dans l'eau, dans les sédiments ou même profondément sous terre, où ils auraient été protégés des radiations et de l'instabilité climatique en surface. Sur Terre, des organismes de ce type existent encore aujourd'hui dans les environnements les plus extrêmes, des fonds océaniques profonds aux roches, enfouis à des kilomètres sous la surface.
Pour cette raison, les missions modernes se concentrent sur la recherche de biosignatures anciennes, des traces indirectes indiquant que la vie a pu exister autrefois. Le rover Perseverance a été conçu précisément à cette fin. Il fore, collecte et stocke des échantillons de roches sédimentaires dans le cratère G0, un environnement autrefois riche en eau et propice à la préservation de traces biologiques. Ces instruments analysent les structures rocheuses, les composés organiques et les relations chimiques pouvant indiquer des processus biologiques passés. Cela reflète une réalité plus profonde. La vie est un phénomène fragile et non une certitude. Même lorsque les conditions initiales semblent favorables, la vie peut ne jamais apparaître ou apparaître seulement pour disparaître rapidement. Sur Mars, la fenêtre d'habitabilité a peut-être été trop brève. À mesure que le climat se détériorait et que l'eau devenait rare, toute biosphère primitive, si elle a existé, a pu être effacée avant de laisser des traces claires et durables. La Terre a bénéficié de sa taille, d'un champ magnétique puissant, de la tectonique des plaques et d'un recyclage climatique sur des milliards d'années. Mars ne l'a pas fait, elle a peut-être offert une opportunité, mais elle n'a pas pu la protéger suffisamment longtemps. Qu'est-ce qui a alors transformé Mars d'une planète ayant un potentiel biologique en le monde stérile que nous voyons aujourd'hui? Au début de son histoire, Mars possédait autrefois un champ magnétique global généré par une dynamo du noyau, similaire dans son principe à celle de la Terre. Cette dynamo fonctionnait tant que le noyau métallique en fusion de la planète était suffisamment chaud pour maintenir une convection vigoureuse, produisant des courants électriques et un champ magnétique qui enveloppait la planète. Mais Mars est bien plus petite que la Terre, avec environ la moitié de son diamètre et un peu plus de 10% de sa masse. Une taille plus petite signifiait une perte de chaleur plus rapide. À mesure que le noyau se refroidissait progressivement, le mouvement convectif s'affaiblissait. La dynamo a ralenti, puis s'est complètement arrêtée, et le bouclier magnétique entourant Mars a disparu. À partir de ce moment, Mars n'était plus protégé par une magnétosphère suffisamment puissante pour dévier les particules à haute énergie provenant du Soleil. Au lieu de cela, le vent solaire a commencé à frapper directement la haute atmosphère. Les molécules légères, hydrogène et oxygène, ont été ionisées, arrachées et emportées dans l'espace. Ce n'était pas un événement soudain, mais un processus lent et persistant qui s'est déroulé sur des milliards d'années.
La mission Mars Atmosphere and Volatile Evolution de la NASA, ou MAVEN, a fourni des preuves directes et quantitatives de ce processus. MAVEN mesure les taux actuels d'échappement atmosphérique et les retrace dans le passé, révélant que Mars a perdu une part importante de son atmosphère depuis l'affaiblissement de son champ magnétique. Durant les périodes d'activité accrue du jeune Soleil, lorsque le rayonnement ultraviolet et le vent solaire étaient bien plus intenses qu'aujourd'hui, le taux de perte atmosphérique a pu être plusieurs fois supérieur à celui observé actuellement. Le point crucial est le suivant: une atmosphère n'est pas seulement de l'air à respirer, c'est une couverture thermique planétaire. À mesure que l'atmosphère s'amincit, la pression chute, et lorsque la pression chute, l'eau liquide devient instable. Et lorsque l'eau liquide disparaît de la surface, tout le système climatique et géochimique s'effondre en cascade. Ici, le champ magnétique constituait la condition fondamentale permettant à toutes les autres conditions d'exister. Mars a pu être possédé de l'eau, des gaz à effet de serre et de l'énergie, mais elle a manqué d'un champ magnétique suffisamment durable pour maintenir tous ces éléments ensemble pendant des milliards d'années. La Terre, elle, en disposait, et cette seule différence a conduit à deux destins radicalement différents. Une planète peut réunir tous les ingrédients de la vie, mais sans mécanisme de préservation à long terme, tout reste temporaire. Et c'est précisément lorsque le champ magnétique s'est affaibli qu'une chaîne irréversible d'événements a commencé à s'accélérer, l'atmosphère s'est amincie, les températures moyennes ont chuté et l'eau liquide a disparu de la surface. Le premier signe, et le plus décisif, fut la baisse de la pression atmosphérique. À mesure que l'atmosphère était progressivement arrachée, la pression de surface est tombée en dessous d'un seuil critique d'un point de vue physique. L'eau liquide n'est stable que dans une plage de pression limitée sur Mars actuel. La pression de surface moyenne n'est que d'environ 6 millibars. Cela signifie que l'eau liquide à la surface actuelle ne peut guère exister plus de quelques minutes. À mesure que la pression diminuait dans le passé, l'eau liquide sur Mars devenait de plus en plus instable. Les lacs se sont lentement asséchés et les rivières sont devenues intermittentes, ne coulant que de façon saisonnière ou lors de brefs cycles climatiques. Les derniers épisodes d'écoulement d'eau ont pu se produire lors de impulsions chaudes de courte durée, mais celles-ci sont devenues de plus en plus rares et faibles au fil du temps. Finalement, le système hydrologique, autrefois signe éclatant d'une planète en fonctionnement, s'est complètement effondré. Parallèlement à la pression, les températures moyennes globales ont également diminué à mesure que l'atmosphère s'amincissait, l'effet de serre s'affaiblissait et la chaleur s'échappait plus rapidement dans l'espace.
Mars ne s'est pas simplement refroidi, elle a perdu sa capacité à réguler la température. Les écarts de température entre le jour et la nuit sont devenus extrêmes, les cycles de gel et de dégel ont fracturé la surface, mais il n'y avait plus suffisamment d'énergie pour maintenir de l'eau liquide stable. Aujourd'hui, les données radars montrent que Mars possède encore d'importantes réserves d'eau sous forme de glace. En particulier aux hautes latitudes et dans les couches souterraines. Mais la glace ne se comporte pas comme l'eau liquide, elle ne creuse pas de rivières, ne redistribue pas l'énergie et ne soutient pas des cycles géochimiques complexes. Le moment de l'effondrement n'a donc pas été la disparition complète de l'eau, mais la disparition de l'eau à l'état liquide. Et lorsque l'eau liquide a disparu de la surface, il n'y avait plus de rivières ni de lacs pour réguler la température, plus de cycles de dépôt et d'érosion pour renouveler le paysage, et plus d'environnement stable pour des réactions chimiques prolongées. Mars est passé d'une planète active à un état de gel cinétique. D'un point de vue systémique, il s'agissait de l'effondrement d'un réseau interconnecté. Sur Terre, des effondrements localisés se sont produits. Glaciation globale, bouleversement climatique majeur. Mais la planète s'est rétablie grâce à sa taille, à son champ magnétique puissant et à la tectonique des plaques. Mars n'a pas eu de seconde chance. Et lorsque nous regardons ce processus rétrospectivement, la différence entre Mars et la Terre n'est plus un détail technique, mais une frontière entre deux destins planétaires. Pour voir cette frontière plus clairement, nous devons placer les deux mondes côte à côte en comparant chaque facteur, chaque mécanisme de protection et chaque petite divergence ayant produit d'immenses conséquences. Lorsque Mars et la Terre sont placés côte à côte, ce qui frappe le plus est la similitude de leur début. Toutes deux se sont formées à partir du même disque protoplanétaire il y a environ 4,54 milliards d'années, composées de roches silicatées avec des noyaux métalliques. Toutes deux ont subi un bombardement intense, un volcanisme violent et possédaient autrefois de l'eau. La différence la plus fondamentale réside dans la taille et la masse. La Terre a bénéficié de son échelle, d'un champ magnétique puissant, de la tectonique des plaques et d'un recyclage climatique à long terme. Mars n'en a pas bénéficié. Cette comparaison montre que la vie n'a pas seulement besoin de naître, elle doit être protégée, et c'est pourquoi, lorsque nous regardons Mars aujourd'hui, nous ne voyons pas simplement une planète morte. Nous voyons une version alternative du chemin que la Terre n'a pas emprunté. Ce
Ce que nous avons observé confirme une vérité fondamentale. Mars ancienne n'était pas une planète morte dès le départ. Elle fut autrefois un monde hautement actif, doté des mécanismes essentiels capables de soutenir la vie, d'une atmosphère épaisse, retenant la chaleur à de l'eau liquide en écoulement qui a façonné la surface de la planète. Pourtant, l'histoire de Mars est aussi une épopée de déclin. À mesure que le noyau de la planète s'est refroidi et que son champ magnétique s'est affaibli, la voie s'est ouverte au vent solaire pour arracher son atmosphère protectrice, mettant fin de manière définitive à une ère verdoyante. Cet effondrement apporte une leçon centrale en sciences planétaires. La vie n'est pas un état autosuffisant, mais le résultat de systèmes complexes de défense géologique. Un monde peut passer d'un paradis à un désert gelé en une courte période à l'échelle cosmique. Lorsque nous regardons la Terre, ce qui s'est produit sur Mars ne semble plus être une histoire lointaine provenant d'une autre planète. Cela devient un miroir scientifique reflétant nos propres limites. Si les équilibres fondamentaux qui soutiennent la vie aujourd'hui étaient perturbés, notre planète pourrait-elle suivre le même chemin que sa voisine rouge? Mars ancienne n'est donc pas seulement une clé pour comprendre le passé de notre système solaire, mais aussi l'avertissement le plus sérieux concernant l'avenir de notre propre planète.
Thank you for staying with WUFO Space until the very end of this journey through the vast universe. If you found this video interesting and insightful, don't forget to like, share, and subscribe to WUFO Space so you won't miss our next cosmic adventures. Your support means the world to us and fuels our passion to keep exploring the wonders beyond.